Merci beaucoup, merci aux organisatrices de m'avoir invité à travailler avec vous aujourd'hui. La question de la sagesse est un sujet redoutable, d'autant plus redoutable puisque j'interviens après la belle lecture de Frédéric et après l'exposé très complet, très documenté, auquel j'ai presque rien à ajouter, qui vous a été fait en début d'après-midi par Maria Julia sur les ateliers philo, qui constitue à bien des égards un résumé exemplaire de ce que l'on peut faire en matière d'apprentissage de la sagesse aux enfants. Alors je vais quand même tenter de dire quelque chose et commencer peut-être après tout, pour vous amuser quelques instants, par vous rappeler la définition traditionnelle de la sagesse dans le premier dictionnaire célèbre de langue française qui est le Littré. On définissait la sagesse comme la modestie et la pudeur, et en ajoutant « et la chasteté » en parlant des jeunes filles. Les garçons n'étaient donc pas astreints, eux, aux mêmes impératifs que les jeunes filles pour être sages. Un peu plus loin, on retrouve d'autres définitions un tout petit peu plus sérieuses de la sagesse, en particulier quand on la définit comme ce qui qualifie le comportement d'un individu. Alors, je vais prendre mon souffle, vous allez voir que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de choses. La sagesse serait le comportement d'un individu conforme à l'éthique, qui allie la conscience de soi et celle des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité et le discernement, en s'appuyant sur un savoir raisonné, tout en travaillant systématiquement avec calme et modération. Alors voilà, quand on a tout ça, il suffit d'ajouter la grandeur d'âme et la noblesse d'esprit, et on ne trouvera pas grand monde qui puisse être sage en ce pays, mais aussi dans les autres. Alors néanmoins, cette définition d'un célèbre dictionnaire de philosophie a le mérite de nous introduire dans ce qui est déjà une petite problématique de la sagesse, qui est d'allier la conscience de soi et la conscience des autres. Ça a été développé par ma collègue tout à l'heure, mais peut-être on pourrait juste préciser que cette problématique-là, dans son évidence, n'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. C'est une vieille problématique, on la trouve déjà dans l'Antiquité. Elle oppose ce qui allie la priorité au souci de soi, qui seront par exemple les épicuriens, une certaine forme d'épicuriens, mais surtout ceux qui en Grèce pratiquent le culte de Dionysos, et ceux qui allient le souci des autres, qui en Grèce vont être les stoïciens, ceux qui pratiquent le culte d'Apollon. Cela va ensuite très largement cliver ce qu'on appellera la pensée païenne, le paganisme, qui n'est pas l'athéisme, et la pensée chrétienne. Le païen, c'est celui qui pense d'abord à soi, et le chrétien serait celui qui pense d'abord aux autres et qui pratique la charité. Cette opposition entre le souci de soi et le souci des autres est à bien des égards une opposition que nous vivons tous et toutes les uns et les autres, et qui travaille tous les métiers de l'humain et du social. C'est le philosophe Vladimir Yankelevitch, dans un très beau texte qui s'appelle « Le paradoxe de la morale », qui évoque ceux et celles qui, à force de se sacrifier, n'ont plus rien à donner, et qui, à force de pratiquer le souci des autres et de ne pas avoir suffisamment pratiqué le souci de soi, sont incapables de ne plus rien offrir aux autres. Et il dit « préservez-vous, mais préservez-vous sans tomber pour autant dans l'égoïsme, ni dans la jouissance de vous-même, parce que se préserver est nécessaire pour pouvoir se donner, mais donner aussi parce que si vous ne faites que vous préserver, eh bien, vous sombrez dans l'égoïsme et le narcissisme. » Cet équilibre entre le souci de soi et le souci de l'autre, il est vraiment au cœur de tous nos métiers. Et ceux qui commencent dans ce métier, ou ceux qui même l'ont pratiqué depuis quelque temps, sentent très fortement en quoi il est au cœur de nos préoccupations. Les psychanalystes, qui ont été aussi évoqués par ma collègue,
formule cela en, non pas ramenant la question de la sexualité, mais en ramenant la question de la jouissance, qui n'est pas du tout réductible à la seule question de la sexualité. Et un psychanalyste célèbre disait que pour atteindre la sagesse, il faut pouvoir répondre à la question « Ce dont je jouis, l'autre jouit-il aussi ?» Et il dit très justement, voilà typiquement la question à laquelle nul n'a jamais de réponse. Seul Casanova croit que ça marche à tous les coups, mais en réalité, tout homme sensé sait bien que la jouissance de l'un ne garantit jamais, dans aucun domaine, la jouissance de l'autre. Que nous n'abandonnions jamais la question. Quand je jouis, l'autre jouit-il aussi, dans tous les domaines, quand je trouve du plaisir, quand je fais quelque chose où je me réalise, est-ce que les autres aussi y trouvent du bénéfice ou de la réalisation? Que nous nous posions en permanence cette question est sans doute au cœur d'une forme essentielle de sagesse professionnelle. Alors je vous invite, comme mot d'ordre de votre sagesse professionnelle, effectivement, de vous poser la question du psychanalyste, ce dont je jouis, l'autre jouit-il aussi, n'est-ce pas? Et de vous la poser au quotidien, parce qu'elle est cette manière de réconcilier, sans jamais qu'il soit superposé, le plaisir et le souci de soi, et le plaisir et le souci des autres. Alors cette petite introduction passée, je voudrais développer maintenant quelques points de vue, et je le ferai en 4 séries de remarques. Une première série de remarques que j'ai intitulée « La sagesse traditionnelle bousculée par la modernité ». Une deuxième série de remarques où j'explorerai cette question de l'éducation à la sagesse du point de vue plus philosophique, en me penchant sur ce que nous en dit un philosophe comme Jean-Jacques Rousseau. Une troisième question où j'explorerai cette question, une troisième, série de remarques où j'explorerai cette question de l'éducation à la sagesse avec une approche plus pédagogique que j'emprunterai à Janusz Korczak. Et puis une quatrième série de remarques dans laquelle j'essaierai de synthétiser autour de quelques principes fondateurs qui ont été très largement développés par Maria Julia il y a un instant, ce qui me paraît aujourd'hui pouvoir nous guider dans l'éducation à la sagesse. Première série de remarques donc, la sagesse traditionnelle bousculée par la modernité. C'est peu dire que la définition du littré est devenue obsolète, mais au-delà, la question de l'éducation dans la modernité est devenue problématique. Au fond, ce qui caractérisait les sociétés traditionnelles, c'est que l'on savait avec certitude à quoi éduquer les enfants. L'éducation avait des finalités qui étaient consensuelles. Et quand elles n'étaient pas consensuelles, elles étaient imposées, elles venaient d'en haut, dans des sociétés que l'on appelle holistes, c'est-à-dire qui avaient une unité que nul n'interrogeait, ne questionnait. La fin des grands récits, la fin des mythes unificateurs dans les sociétés occidentales a mis à mal, évidemment, les finalités de l'éducation. Nous avons tous et toutes ici dans la salle, sur chaque question éducative, des réponses différentes. Et si nous faisions un petit exercice, que faire avec une jeune fille qui se scarifie à 16 ans, ou que faire avec un jeune homme qui avoue son homosexualité à sa mère à l'âge de 14 ans, et si je vous demandais à chacun et à chacune de réagir et de dire qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'adulte sage, pour conseiller cette jeune fille ou ce jeune garçon, nous observerions que nos réactions sont extrêmement contrastées. Il n'y a plus de recette toute faite qui s'appliquerait en quelque sorte d'une manière systématique à des cas stéréotypés.
On pourrait même aller plus loin et, comme le dit le philosophe Guy Coq, se demander si la démocratie dont a parlé ma collègue ne rend pas la question de l'éducation plus difficile. Oui, sans aucun doute, il est plus facile d'éduquer dans un régime totalitaire où on sait quelles sont les valeurs parce qu'elles s'imposent à tous. Il est plus facile d'éduquer, il était plus facile d'éduquer dans l'Union soviétique des années 50 ou dans l'Iran de Khomeini qu'il n'est facile d'éduquer en France ou en Suisse aujourd'hui, parce que dans ces régimes totalitaires, eh bien, l'éducation est régie par des canons. La sagesse, elle est définie une bonne fois pour toutes par ceux qui gouvernent, et si vous n'éduquez pas vos enfants à cette sagesse, vous-même adultes, vous êtes dénoncés par vos propres enfants et envoyés dans des camps de rééducation. Si vous lisez par exemple le livre d'Orwell, prophétique à de nombreux égards, 1984, eh bien, vous y trouverez exactement cette description d'un régime totalitaire où la sagesse est définie par un certain type de comportement imposé par Big Brother et où on invite les enfants à dénoncer leurs parents et à les faire déporter quand leurs parents ne les éduquent pas comme il faut. L'émergence de la démocratie, c'est donc l'émergence de la pluralité à l'éducation, c'est donc l'émergence d'une multitude de valeurs et donc la dissolution évidente sous nos yeux, qu'on voit là sous nos yeux, de ce qui serait une sagesse consensuelle à laquelle il nous faudrait former l'ensemble de nos enfants. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin, parce que tout cela, vous le savez évidemment, en disant qu'une des choses qui me semble interpeller le plus fortement notre métier d'éducateur, et qui me semble interpeller la question de la sagesse, c'est le profond changement du statut de l'enfant dans la modernité. On parle ici ou là de l'enfant roi en accusant les 68 arts plus ou moins attardés de l'avoir institué. Un démographe qui me semble avoir bien compris la situation, Paul Lyonnais, a écrit il y a quelques années un ouvrage qui me semble révéler avec beaucoup plus de lucidité le changement anthropologique radical que nous avons vécu dans les sociétés occidentales et que nous continuons encore à vivre. Dans son livre « Le recul de la mort », Paul Lyonnais dit que l'événement majeur depuis l'origine de l'homo sapiens sapiens que nous sommes et qui change radicalement le rapport des enfants et des adultes, c'est la contraception. C'est la contraception, c'est-à-dire le fait que les enfants aujourd'hui sont désirés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, dans quelques cas très marginaux, des enfants qui ne sont pas désirés, mais dans l'immense majorité des cas, dans nos sociétés occidentales, les enfants sont désirés. Et Paul Lyonnais ajoute, c'était traditionnellement la famille qui faisait les enfants, aujourd'hui c'est l'enfant qui fait la famille. C'est l'arrivée de l'enfant qui constitue la famille et qui fait se construire la configuration familiale autour de lui. Allons plus loin. Parce que l'enfant est désiré, nous voulons bien évidemment qu'il fasse notre bonheur. Et là encore, c'est une inversion majeure. Jadis, le devoir des parents était de faire le bonheur des enfants. Aujourd'hui, le devoir des enfants est de faire le bonheur des parents. Parce qu'il faut que nos enfants, que nous avons tant désirés, soient à la hauteur de nos espérances, bons à l'école, sages comme une image quand il le faut, mais suffisamment délurés pour amuser les voisins, les cousins et les amis. Nous avons un espèce de projet fantastique pour cet enfant que nous avons voulu, que nous voulons, et dont nous voulons qu'il fasse notre bonheur, parce qu'il est là pour faire notre bonheur. Nous avons ce désir de l'enfant merveilleux, de l'enfant parfait,
qui va combler toutes nos aspirations. Et là intervient un phénomène qui, je crois, est au cœur des difficultés que nous vivons avec un certain nombre d'enfants que vous aurez à côtoyer. Parce qu'au fond, les adultes vont se presser autour de cet enfant, pour que cet enfant les rende heureux et que cet enfant, d'une certaine manière, réalise leur ambition pour lui. Et l'enfant comprend très vite qu'il a du pouvoir, qu'il a un pouvoir énorme sur les adultes. Souvenez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous étiez à l'anniversaire de la petite Julia. La petite Julia était là, elle avait 6 ans, 7 ans, et il y avait autour son père, sa mère, la belle-mère, le beau-père, comme c'est une famille un peu recomposée, les oncles, les tantes, le copain de l'ex-mère, enfin de l'ex-belle-mère, enfin, etc. Tout ça, je n'ai aucune critique contre ça, je trouve ça, dans l'immense majorité des cas, extrêmement sympathique et chaleureux. Tous ces gens-là sont autour de la petite Julia avec 2 choses, un cadeau et évidemment un appareil photo qu'ils ont le plus souvent d'ailleurs sur leur téléphone portable. Et qu'est-ce qu'elle a compris tout de suite, la petite Julia? Elle a compris que si elle allait vers la maman ou vers la belle-mère, elle faisait un choix. Elle a compris que si elle disait au papa ton cadeau est très bien et à l'oncle ton cadeau est encore mieux, ça allait fâcher le papa. Elle a compris que tous ces adultes qui se pressent autour de lui attendent qu'une chose, c'est qu'elle, Julia, leur dise « je t'aime » et « je t'aime plus que les autres ». Et elle a compris qu'en mettant les adultes en rivalité entre eux, elle allait pouvoir obtenir à peu près tout ce qu'elle veut. Il suffit de mettre les adultes en rivalité entre eux. Et les enfants d'aujourd'hui s'y entendent pour mettre les adultes en rivalité entre eux. Et comme ils s'y entendent pour mettre les adultes en rivalité entre eux, eh bien, ils sont en quelque sorte dans une expression du caprice permanent, du je veux, du j'ai envie que tu me satisfasses et que tu satisfasses mon désir dès que je l'exprime. Il y a là quelque chose de très important à entendre sur le plan éducatif. Je ne fais aucun jugement de valeur sur cette évolution sociale. Je dis qu'elle est comme ça. C'est ainsi. Et il n'est absolument pas question, évidemment, de revenir sur la contraception, qui est une liberté fondamentale, qui a été gagnée par les femmes surtout, par les hommes aussi, depuis quelques années. Mais il nous faut prendre la mesure du changement que cela a impliqué dans le statut de l'enfant. Il nous faut prendre la mesure de ce que ça donne comme pouvoir à l'enfant et de la manière dont les adultes sont souvent démunis par rapport à cette quête désespérée qu'ils ont, que les enfants les aiment et satisfassent leurs désirs et leurs aspirations. On a fait une enquête il y a quelques années, il y a 7-8 ans maintenant en France, sur les situations de garde alternée, qui est une enquête qui avait créé un certain scandale à l'époque. Aujourd'hui les choses se sont apaisées, parce qu'elle montrait que le jour où les enfants passaient de la garde du père à la garde de la mère, l'enseignant ou l'éducateur ne pouvait rien obtenir, puisque l'enfant savait que ni le père ni la mère ne voudraient apparaître plus méchants que le précédent, et que donc ce soir-là, on allait lui laisser regarder la télévision toute la nuit, le laisser jouer avec ses jeux électroniques autant qu'il voudrait, parce que si on l'interrompait dans la télévision ou dans ses jeux, l'enfant aurait beau dire « mais papa ou maman m'auraient laissé jouer et c'est toi qui es le méchant ». Cette enquête a fait un scandale à l'époque parce que on disait qu'elle était une forme d'accusation ou de mise en accusation de la garde alternée. Les choses se sont calmées peu de temps après, puisqu'une autre enquête a montré que le même phénomène existait, y compris dans les familles où les parents n'étaient pas séparés. C'est-à-dire que
le problème n'est pas que les parents soient ou non séparés. Le problème est que les parents se livrent ou non à une surenchère pour être celui qui est le plus aimé de l'enfant. Et que cette surenchère entre celui qui sera le plus aimé de l'enfant, eh bien, a évidemment les mêmes effets que les parents soient séparés ou qu'ils ne le soient pas. Et donc, l'enfant est en quelque sorte enquisté dans ce que les psychologues cliniciens appellent l'infantile. Il est enquisté dans l'infantile, il est enquisté dans la toute-puissance, il est enquisté dans le caprice permanent, puisque précisément les adultes surenchérissent pour satisfaire son caprice, pour obtenir son amour. Et cela ne serait pas trop grave, parce qu'on pourrait probablement contrecarrer cette tendance d'enquistement dans l'infantile si cet enquistement n'était relayé massivement par la machinerie commerciale et publicitaire, qui elle aussi est une forme de promotion du caprice mondialisé. Promotion du caprice mondialisé, parce que nos enfants vivent, il faut le savoir, mais vous le savez, dans une véritable conspiration. Alors une conspiration n'est pas un complot. Conspirer, étymologiquement en latin, ça veut dire respirer ensemble, cum respirare. Et ça respire ensemble, il suffit de se promener dans la rue, d'écouter la radio, de regarder la télé, d'ouvrir son ordinateur. Qu'est-ce qui respire ensemble? Eh bien, ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Fais ton caprice, ça fait marcher le commerce, demande, exige toujours plus, tu as droit d'avoir satisfaction, et ainsi est enrôlé l'infantile par le capitalisme pulsionnel. Ainsi, l'enfant est-il poussé dans une sorte de passage à l'acte permanent, ainsi est-il amené progressivement, dans un certain nombre de cas, à refouler ce que ma collègue tout à l'heure a appelé la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est précisément ce qui se développe entre la pulsion et l'acte. Entendons-nous bien, les pulsions ne sont pas interdites. Même la pulsion de mort n'est pas interdite, même la pulsion de meurtre. Vous avez le droit d'avoir envie de tuer quelqu'un. Les psychanalystes considèrent même que c'est une preuve de santé mentale. Si vous n'avez pas envie de tuer quelqu'un, c'est que vous êtes peut-être un peu... Bon. Il faut vous soigner. Enfin, n'ayez pas trop d'inquiétude quand même. Enfin, la loi n'interdit pas d'avoir envie de tuer quelqu'un. En revanche, la loi interdit de tuer quelqu'un. Ce qui veut dire qu'entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il faut installer quelque chose. Alors, je ne sais pas comment vous allez appeler ce que nous avons à installer selon votre sensibilité personnelle. Vous appellerez ça l'âme, la conscience, la raison, le jugement, la pensée. Moi, je dirais simplement une boîte noire, un sursis à l'acte. Un sursis à l'acte, c'est vrai, j'ai envie d'eux, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Et nous nous trouvons là, me semble-t-il, au cœur de ce qui est le fondement de l'éducation à toute forme de sagesse et même de l'éducation en général, le sursis à l'acte. Vous les connaissez, ces gamins et ces gamines qui sont dans le passage à l'acte permanent. Ils s'ennuient, ils jettent leurs trousses, leurs stylos, un copain les titille, ils se lèvent, ils le prennent par le cou, ils le secouent comme ça, ils partent dans tous les sens, en vrille la plupart du temps, et ainsi de suite. Vous en connaissez des gamins comme ça, dans le passage à l'acte permanent, et vous savez que quand un gamin est dans le passage à l'acte permanent, vous pouvez toujours lui dire « réfléchis mon petit gars »,
ça marche relativement peu. Platon déjà le disait au début de la République, comment faire entendre raison à quelqu'un qui n'a pas choisi la raison. Quand un individu louche se précipite sur vous avec un couteau pour vous égorger, vous pouvez toujours tenter de lui expliquer les maximes de la critique de la raison pratique de Kant, en lui disant que là, il fait un acte qui est contraire à l'universalité requise à toute pensée morale. Il y a des chances que dans l'état d'excitation dans lequel il se trouve, votre discours n'ait guère de portée. Eh bien oui, nous sommes un peu aujourd'hui en face d'un certain nombre de ces enfants-là. Je les appelle, à la suite de mon collègue Francis Imbert, les enfants bolides. Les enfants bolides parce qu'ils partent au quart de tour. Et donc ce sont un peu comme des bolides, mais surtout parce que ce sont les enfants boilos. Boilos, ça veut dire javelot en Grèce. Ce sont les enfants qui ont toujours l'arme à la main. C'est-à-dire qui n'ont pas accédé à cette forme fondatrice d'humanité qu'on trouve par exemple dans les chevaliers de la table ronde, quand on se met autour d'une table en ayant posé sa lance à l'entrée. Car telle est bien la règle du roi Arthur: ô toi qui entres ici, pose ta lance à l'entrée. Pose ton agressivité, pose ta pulsion, pose ta violence. Tu viens parler dans un autre registre, qui est le registre de l'humain. Alors oui, c'est difficile parce que les enfants bolides, ils ont leur lance à la main. C'est une violence verbale, c'est une violence physique, c'est parfois les deux. C'est une violence souvent aveugle, tous azimuts, qui nous affecte personnellement parce que nous les aimons aussi, ces enfants-là, et que, comme ils savent que cela nous affecte, ils en rajoutent même une couche. Face à ces enfants bolides, la Vulgate psychologique et éducative contemporaine a développé deux conceptions. Je vais caricaturer, je ne vais pas aller dans les chemins forestiers, mais rester sur les autoroutes de la pensée. Première conception, c'est la conception qu'on trouve par exemple chez un certain nombre de zélateurs de Françoise Dolto, qui l'ont mal lu, mais qui ont interprété ce qu'elle disait comme il ne faut jamais rien refuser à un enfant parce que cela fait des enfants frustrés. Et comme cela fait des enfants frustrés, eh bien, cela aboutit finalement à des névroses. Il faut dire que Françoise Dolto a eu parfois quelques formules un peu discutables. Par exemple, moi je l'avais interpellée sur une formule que je trouvais un peu discutable dans la conclusion d'une préface à un ouvrage de Manoni, quand elle disait « Tout bon élève est un névrosé ». Bon, ça se débat. Hein, ça se débat. Dans une mauvaise école, peut-être. Mais il y a des tas de parents qui aimeraient bien que leurs enfants soient bons élèves et qui ne pas pour autant qu'ils soient névrosés. Mais on a eu pendant toute une époque, et vous l'avez sans doute pas connu, vous êtes trop jeune pour cela, toute une pensée autour de faut pas frustrer l'enfant, faut pas en faire un névrosé, faut pas en faire un enfant refoulé, faut l'accompagner dans une écoute toujours empathique, et sans rien lui refuser, qui ne lui soit expliqué point par point et justifié dans le moindre détail. Alors, outre que c'est compliqué, hein, au quotidien, de ne rien interdire qui ne soit justifié et expliqué, cette pensée a vite fait long feu. Et après ce qu'on pourrait appeler la pédagogie du oui systématique, on a vu apparaître, hein, dans un mouvement de balancier que je trouve un peu irritant, la pédagogie du non systématique. Alors là, ça s'est mis à fleurir. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non aux enfants, il faut savoir refuser.
jusqu'à certains qui ont compris, il faut toujours leur dire non, il faut toujours refuser. Alors en face des enfants frustrés, qu'est-ce qu'on fabrique comme ça? On fabrique pour l'essentiel des enfants dissimulateurs. C'est-à-dire à qui on dit non, tu ne feras pas ça devant moi, mais qui s'empressent d'aller le faire dès que j'ai le dos tourné. Puisque le fait de dire oui comme le fait de dire non ne développe ni l'un ni l'autre la capacité de penser. Ce n'est ni la pédagogie du oui systématique, ni la pédagogie du non systématique qui amène l'enfant au bord de la pensée. Ce qui amène l'enfant au bord de la pensée, c'est la pédagogie du oui peut-être, mais pas tout de suite. Oui peut-être, mais pas tout de suite. Voilà quelque chose qui apparaît comme de l'ordre de l'évidence, mais qui est absolument fondamental. On desserre les mâchoires entre la pulsion et l'acte. Oui, peut-être, la pulsion, je l'entends, je ne vais pas la refouler pour que tu ailles la réaliser ailleurs, je ne suis pas là, mais non pas tout de suite, prenons le temps d'y penser, d'y réfléchir, de voir les conséquences, de nous demander ce que ça ferait à long terme si tout le monde agissait ainsi. Oui, peut-être, non, pas tout de suite. Ce qui place le sursis au cœur de ce qu'on pourrait appeler la formation à la sagesse. Sursoir. Aider l'enfant à sursoir. Aider l'enfant à sursoir et à passer ainsi progressivement de la pulsion au désir. La pulsion et le désir, c'est pas du tout pareil. La pulsion, elle vient, puis quand elle est réalisée, vous revenez à l'électroencéphalogramme plat. Pulsion, excitation, réalisation, on est revenu à zéro. Le désir, c'est tout l'inverse. Le désir, c'est ce qui, quand il est réalisé, demeure désir. René Char dit, le poème et l'amour réalisé du désir demeurait désir. Et vous savez bien que le désir d'apprendre n'est pas tué par le fait d'apprendre, il est au contraire développé par le fait d'apprendre. Quand on apprend, on désire apprendre encore plus. De même que le désir de la présence de l'être aimé ne tue pas le désir de la présence de l'être aimé, mais entretient le désir d'une présence plus grande et plus riche encore. Aider les enfants à sortir de la pulsion pour accéder au désir, c'est les aider à sortir de l'infantile pour accéder à l'enfance. Et c'est aussi dégager la question de l'éducation d'une question strictement d'âge. On peut être dans une régression infantile au-delà de l'âge de raison, 7 ans, de sa majorité civile, 18 ans, et même de sa retraite. La régression infantile nous menace tout le temps. L'enfant doit accéder au désir, et c'est notre responsabilité que de lui permettre d'accéder à ce désir, parce que nous sommes là dans une fonction tutélaire, et j'assume le sens du mot tutélaire, tutelle, tuteur, dans une fonction tutélaire, une fonction instituante, au sens étymologique du mot instituant, une fonction qui fait tenir debout, qui le fait tenir debout, capable de penser, capable d'être attentif, capable de tout ce que Maria Julia a expliqué tout à l'heure en début d'après-midi. Voilà pour la première série de remarques, simplement pour vous dire que l'éducation est une urgence, elle l'a toujours été, il a toujours fallu aider l'enfant à sortir de son caprice pour accéder à la volonté, mais elle est plus qu'une urgence aujourd'hui, elle est absolument fondamentale parce que précisément le monde dans lequel nous vivons est un monde qui pratique la régression collective dans le caprice
plutôt que l'accession progressive à la pensée. Deuxième série de remarques que je voudrais rapidement, parce que je m'aperçois que le temps s'écoule vite, je voudrais évoquer une figure éducative majeure et qui ici en Suisse est évidemment particulièrement importante, c'est celle de Jean-Jacques Rousseau. Et je voudrais faire un petit éclairage philosophique sur ce sursis dont je viens de parler et que je mets au cœur de l'éducation à la sagesse. Si vous lisez ce que vous avez déjà fait ou que vous n'allez pas tarder à faire, Émile ou de l'éducation, vous allez y trouver des formules contradictoires. Par exemple, vous allez trouver une formule très célèbre que je cite en parlant de l'enfant: qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même. Qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. Et Rousseau ajoutait: si vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus, il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. Voilà quelque chose que Mathieu Liebman ne démentirait pas, de toute évidence. Il faut que l'enfant comprenne par lui-même et non pas qu'il obéisse à une injonction. Il faut enseigner les savoirs comme des savoirs et pas comme des croyances. Ah, c'est ça, la laïcité. La laïcité, c'est la séparation entre le savoir et la croyance qui impose de dire à l'élève: ça, c'est pas du savoir, c'est ta croyance, mais qui m'impose à moi de ne pas enseigner mon savoir comme une croyance, mais qui m'impose à démontrer, pour que l'élève comprenne, que ce n'est pas moi qui lui impose mon point de vue, mais que c'est lui qui a véritablement compris. Alors on trouve ça chez Rousseau, mais on trouve aussi d'autres choses, parce qu'à quelques pages d'intervalle, on va trouver la phrase suivante: sans doute, et il parle toujours du même enfant, il ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu'il va faire. Alors voilà qui est plutôt directif, n'est-ce pas? Il s'agit d'amener vraiment l'enfant quelque part, et pour cause, dit Rousseau, si l'enfant savait ce qu'il devait apprendre, c'est qu'il serait déjà adulte. S'il savait comment il devait se comporter, c'est que son éducation serait terminée, et donc on n'aurait pas à la faire. Donc Rousseau nous met là au cœur d'une contradiction extraordinaire, qui est de dire, puisque l'enfant est un enfant et qu'il n'est pas déjà éduqué, on a quand même à lui imposer un certain nombre de choses, et j'emploie volontairement le mot imposer, il est chez Rousseau, mais en même temps, pour que l'enfant grandisse vraiment et accède à cette sagesse que Rousseau veut lui permettre d'acquérir, il faut qu'il apprenne les choses par lui-même. Et quand Rousseau veut condenser ces deux formules, il le fait dans une formule extrêmement célèbre que vous avez évidemment rencontrée ou que vous allez rencontrer, qu'on donne parfois dans les devoirs ou les examens. Jeune instituteur, dit Rousseau, mais on pourrait mettre jeune éducateur, on peut mettre jeune tout ce qu'on veut, et puis on peut même mettre vieux, ou vieux dans le métier en tout cas. Jeune instituteur, dit Rousseau, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Qu'est-ce qu'il veut dire Rousseau? Il veut dire tout faire parce que je suis l'éducateur, je suis l'adulte, j'ai une responsabilité à l'égard de cet enfant qui vit en monde infiniment démuni. L'enfant vient au monde démuni, beaucoup plus démuni que n'importe quel petit animal. L'abeille n'est pas démunie, l'abeille est génétiquement royaliste, elle porte son régime politique dans ses gènes, vous n'avez jamais vu d'abeille démocrate. Bon. Et les ruches, telles que vous les voyez aujourd'hui, sont exactement les mêmes qu'au moment de la dernière mutation génétique de l'abeille. Il n'y a pas d'histoire des abeilles.
De même, le petit chat sait déjà faire sa toilette avant qu'on lui apprenne. Mais l'enfant, il vient inachevé, infiniment démuni. Il est inachevé. Il n'a pas son régime politique, il n'a pas ses coutumes alimentaires, il n'a pas sa langue, il n'a rien de tout ça dans ses gènes. Donc, il faut lui apprendre tout cela. Et nous démissionnerions si nous ne prenions pas au sérieux cette exigence de transmission, et de transmission de ce que nous jugeons important. Parce que l'enfant ne peut pas juger ce qui est important pour lui, sinon c'est qu'il serait déjà éduqué, que son jugement serait déjà formé, ce qui est précisément l'objectif de l'éducation. Bon. Donc il faut tout faire, mais il faut ne faire rien. Parce que dans ce que nous faisons, eh bien, il faut qu'en réalité ce soit l'enfant qui fasse. Alors tout ça, c'est un peu compliqué dit comme ça. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut créer des situations éducatives qui fassent qu'à l'intérieur de ces situations, le sujet soit, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, actif et fasse lui-même ce qu'en réalité j'aurais anticipé pour lui, mais que je n'aurais pas pu et que je ne devrais en aucun cas faire à sa place. C'est la raison pour laquelle Rousseau est en grande partie le fondateur d'une idée qu'il ne formule pas sous ce terme, mais qui est une idée essentielle, qui est l'idée de dispositif. Créer un dispositif pédagogique, c'est créer un dispositif qui articule la contrainte et la liberté, la contrainte de la situation au service de la liberté. Comment créer des situations contraintes pour permettre l'émergence de la liberté? Et j'en viens à ma troisième série de remarques, où je vais prendre là non plus un philosophe de l'éducation. Rousseau n'est qu'un philosophe de l'éducation, parce que comme pédagogue, bon, c'est vrai qu'avec ses enfants, ça n'a pas très bien marché, vous le savez. Quoique à l'époque, à peu près, enfin tous les gens, pas tout le monde, enfin beaucoup de gens abandonnaient leurs enfants comme le faisait Rousseau, et souvent en ayant moins de raisons que lui de le faire. Il était quand même pourchassé à peu près partout, caillassé à peu près partout où il allait pour ses prises de position, donc il a abandonné ses 3 ou 4 enfants. Comme pédagogue, on ne peut pas dire qu'il ait fait des miracles. Donc c'est un très bon philosophe de l'éducation, mais c'est pas au sens propre un pédagogue. Il n'a pas mis les mains dans le cambouis de la pédagogie. Donc je voudrais, dans une troisième série de remarques, évoquer au fond la même idée, l'idée de dispositif, mais l'évoquer cette fois à travers une grande figure pédagogique qui est celle de Janusz Korczak. Korczak me paraît parfaitement illustrer à travers tout son travail cette notion de dispositif telle qu'elle est définie par le philosophe Cornelius Castoriadis. Que dit Castoriadis à propos des dispositifs éducatifs? Il dit: il nous faut créer des dispositifs dont l'intériorisation par les individus ne limite pas mais élargit leur capacité à devenir autonomes. Créer des dispositifs dont l'intériorisation par les individus ne limite pas, en les normalisant, mais élargit en leur permettant de penser leur capacité à devenir autonomes. Et je crois que, sans avoir formulé les choses ainsi, Janusz Korczak a toute sa vie fait ce travail d'invention de dispositifs pédagogiques pour permettre l'émergence chez les enfants de la pensée et de la sagesse. Vous connaissez sans doute qui est Korczak, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas déjà rencontré, j'en dis un mot rapidement. Je me suis beaucoup intéressé à Korczak, y compris, j'ai même écrit modestement un livre pour les enfants, pour faire découvrir Korczak aux enfants, avec mon ami le dessinateur Pef. Korczak est un médecin polonais d'origine juive, qui dès 1912 s'intéresse aux orphelins qui sont abandonnés à la suite de la guerre qui précédait la guerre en Pologne,
qui de 14 à 18 est mobilisé et découvre les horreurs de la guerre, et dès la fin de la guerre, 1918, va ouvrir des orphelinats un peu partout dans la ville de Varsovie. Il va aussi écrire de la littérature de jeunesse, puisqu'il publie un livre célèbre en littérature de jeunesse, dont je vous recommande vivement la lecture, qui est Le Roi Mathias Ier. Il en publie d'autres, mais c'est le plus célèbre. Il lance une revue écrite par les enfants eux-mêmes, il lance une émission de radio, il ouvre des écoles expérimentales, etc. Korczak aura un destin extrêmement tragique, puisque au moment où les nazis vont envahir la Pologne, et particulièrement la ville de Varsovie, Korczak, qui est juif, va se réfugier dans le ghetto juif de Varsovie avec les enfants qui sont encore dans son orphelinat. Et le 6 août 1942, Korczak accompagnera les 192 enfants de l'orphelinat du ghetto jusqu'au train qui les conduira directement à Treblinka, où ils seront exterminés, Korczak et les enfants, dans l'heure qui suivra leur arrivée. On avait pourtant proposé à Korczak un passeport américain. Il a néanmoins tenu à suivre les enfants jusqu'au camp d'extermination. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme un juste, entre guillemets, et à raison. Mais c'est moins le personnage du juste que je voudrais interroger et évoquer avec vous cet après-midi que le pédagogue, les mains dans le cambouis, les pieds dans la boue. Korczak a écrit un livre qui s'appelle « Comment aimer un enfant », un autre qui s'appelle « Le droit de l'enfant au respect ». Il a écrit aussi la première mouture de la Déclaration des droits de l'enfant, et il considère que ce respect de l'enfant, qui pour lui est essentiel, n'a rien à voir avec son idéalisation. Il sait bien que les enfants ne sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient, quoi. Il sait bien que prendre l'enfant pour ce qu'on voudrait qu'il soit d'ailleurs ne permet pas de lui permettre de le devenir. Il ne confond pas ce qu'est l'enfant et ce vers quoi on voudrait l'amener. Comme le disait Fernand Houry, il sait que tous les enfants des rues ne sont pas des petits Émile au cul rose. Référence à Rousseau. Et Korczak, dans ses orphelinats, accueille des enfants excités, bruyants, bagarreurs, insupportables, qui cachent tout sur leur passage. D'ailleurs, le premier orphelinat qu'il ouvre, c'est, je crois, après 1912, après la guerre, c'est en 1920. Il a mis toute sa fortune, il était médecin, il avait une fortune personnelle, familiale, et il avait fait une sorte de grande collecte. Il avait aussi voyagé de par le monde pour trouver ce qu'il y avait de meilleur pour ses orphelinats. Il a ouvert son orphelinat en 1920, et le soir même de l'ouverture de l'orphelinat, la quasi-totalité de l'orphelinat était saccagée, et la quasi-totalité des objets de l'orphelinat étaient déjà revendus sous le manteau par les enfants qui étaient accueillis. Donc il sait que un enfant, c'est pas facile, quoi. On aimerait bien que les enfants soient jolis, beaux, gentils, qu'ils fassent des beaux dessins, qu'ils racontent des belles histoires, etc. Mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Voilà. Il les recueille néanmoins. Il a affaire, d'ailleurs, dit-il, à ce qu'il appelle des enfants vampires, c'est-à-dire des enfants qui veulent s'accrocher à lui, en permanence. Et vous les connaîtrez si vous ne les connaissez pas déjà, ces enfants vampires. Ces enfants qui, parce qu'ils sont dans le malaise, dans le mal-être, dans la souffrance, s'accrochent à vous et ne supportent pas que vous ne soyez pas en permanence à leur disposition. Et quand vous avez 12 enfants autour de vous, dont aucun ne supporte que vous ne soyez pas en permanence à sa disposition, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à gérer, même quand vous n'en avez que 3. Mais il le repère, ça, et il voit tout de suite que ces enfants sont dans le passage à l'acte. Ils sont dans le pulsionnel. Alors il ne le nomme pas le pulsionnel, mais il le décrit d'une manière absolument parfaite. Et il dit, je ne peux pas l'abolir, ce pulsionnel.
Alors par exemple, les gamins se bagarrent en permanence. Il essaye de leur faire des discours du type c'est pas bien de se battre, etc., etc. Mais bon, ça marche jamais. Et puis, il invente alors des dispositifs curieux. Par exemple, pour les bagarres, il invente un premier règlement qui consiste à donner à chaque gamin 10 points tous les lundis matins, qui sont des points de bagarre. Donc si il va faire une grosse bagarre, on a 4 points, une moyenne bagarre 3 points, une petite bagarre 2 points et une insulte 1 point. Alors il se commence à y avoir un trafic de points dans l'orphelinat. Donc il découvre le trafic de points, donc il met un terme au trafic de points, etc., etc. Et puis il observe quelque chose de tout à fait étonnant. Il observe qu'un certain nombre de bagarreurs se disent lundi, je ne peux pas dépenser tous mes points, quoi. Hein. Et il écrit « Les plus turbulents de mes orphelins apprennent ainsi à réfléchir avant de se battre. » C'est quand même pas rien, réfléchir avant de se battre. Ça peut être une définition acceptable de la sagesse, hein. Réfléchir avant de se battre. Hein? Ça pourrait être, même pas seulement pour les enfants, ça pourrait être une définition acceptable de la sagesse pour les humains dans leur ensemble. Réfléchir avant de se battre. Alors ça marche plus ou moins bien. Et comme il a ces enfants vampires qui veulent toujours passer à l'acte, il invente d'autres dispositifs. Un jour, il est vraiment excédé par les gamins se battent, etc., etc. Il édicte une loi. À partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui, n'importe quand, comme il veut, mais à une condition, c'est de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. C'est une grande intelligence pédagogique, ça. Ça, c'est le sursis. Et, alors évidemment, ça proteste, parce qu'il y a les petits qui ne savent pas écrire. Et monsieur, nous, on ne sait pas écrire. Puis il y a des grands qui ne savent pas écrire non plus, monsieur, on ne sait pas lire. Ah, écoutez, c'est pas un problème. Vous trouvez quelqu'un qui sait lire ou écrire, vous lui dictez votre lettre. Puis quelqu'un qui sait lire, vous lui lirez votre lettre. Puis si éventuellement vous voulez apprendre à lire et à écrire, bon ben nous, on peut vous aider, on a deux, trois idées pour ça, mais enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Hein? Et puis, il se met en place une fameuse boîte des bagarres. Alors, les gamins écrivent, ta tête ne me revient pas, je te taperai dessus demain, etc., etc. On la relève toutes les 3 heures, on distribue les lettres, on peut répondre, on peut discuter, et comme il y a 24 heures, le soir, Kortchak prend la peine de repérer toutes les bagarres qui sont anticipées et de discuter, et de faire parler entre eux les gens qui avaient le projet de se bagarrer. Et ça commence à marcher un peu. Ça marche un peu parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sursis opère, et dans le sursis, il y a de la pensée. Il commence à y avoir des petites choses. Et même Kortchak va inventer, comme le soir, il fait ça, quand il y a des bagarres un peu fortes, il va se mettre à lire des contes, à lire des pièces de théâtre. Kortchak aime en particulier beaucoup les pièces de Tagore, l'auteur que vous connaissez bien, oriental. Il va leur lire, voire leur faire jouer des pièces de théâtre pour leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de vivre entre eux. C'est-à-dire qu'il va injecter de la culture pour leur permettre de prendre de la distance avec l'expression de leurs émotions immédiates. La culture va leur permettre de prendre cette distance, et d'ailleurs, le soir d'août 1942, où tous les enfants seront gazés à Treblinka avec Kortchak, il le sait. Il a eu la nouvelle la veille, il ne le dit pas aux enfants, mais il leur fait jouer une pièce de Tagore, une pièce sur la mort, une très belle pièce d'ailleurs, que les enfants jouent avec beaucoup de gravité et de dignité, et qui, pense-t-il, mais nous n'avons pas de témoignage de Kortchak là-dessus, devait sans doute leur permettre d'affronter l'épreuve. Alors, voilà des dispositifs. Tout faire en ne faisant rien. Il fait tout, lui, puisque... Mais il fait rien. C'est pas lui qui décide de ne pas se battre. Il met en place la contrainte qui permet l'émergence de la liberté, c'est-à-dire de la pensée, de la réflexion. Alors,
dans ce que met en place Korczak, il y a aussi le fameux tribunal. Il y a un tribunal dans l'orphelinat. Alors le tribunal est constitué d'enfants. Alors comment ça se passe? Chaque semaine, tous les enfants qui ont une plainte contre un autre enfant écrivent « Je me plains contre celui-là, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela ». On met ça dans la boîte aux lettres du tribunal et tous les samedis, on ouvre la boîte aux lettres du tribunal. On fait la liste de tous les enfants contre qui il y a des plaintes. On tire au sort 3 enfants qui vont être les juges, qui sont les 3 enfants qu'on a tirés au sort parmi ceux contre lesquels il n'y avait pas de plainte. Donc ils ne sont pas concernés. Et les 3 enfants vont juger les affaires une par une. Ils disposent d'un code pénal de 1000 articles à examiner dans l'ordre. Du 1er au 1000e pour chaque affaire. Vous le chercherez sur Internet dans l'association des amis de Korczak, tout ça est disponible. Et vous verrez à quel point c'est intelligent, parce que Korczak laisse les enfants juger, mais il leur donne un code qui les oblige à examiner différentes hypothèses dans un ordre qui n'est pas indifférent, dans un ordre qui les amène à se poser progressivement le problème de la responsabilité, de la faute et le problème de la sanction. Et puis l'adulte ne disparaît pas du tribunal pour enfants. Korczak est présent, mais il n'est pas juge. Ça c'est très intéressant. Il fait quoi? Il est greffier, c'est-à-dire il écrit ce que disent les enfants. Alors là, il exerce une sacrée fonction, parce qu'un enfant, quand il sait que l'adulte écrit ce qu'il dit, et que ce qu'il a dit sera non seulement reporté, mais consultable sur le cahier, il n'écrit pas tout à fait, pardon, il ne parle pas tout à fait de la même manière. Il fait attention à ce qu'il dit. Donc Korczak sait bien que la spontanéité, au sens où on idolâtrerait la spontanéité, c'est souvent la pulsion, l'immédiateté, le stéréotype, la méchanceté, l'imitation, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un rituel, et je tiens beaucoup pour ma part à cette idée de rituel. Il met en place un rituel qui en quelque sorte impose à l'enfant d'accéder à un niveau supérieur d'expression que ce niveau du borborigme, de l'insulte ou de l'immédiateté dans laquelle il était jusqu'à présent. Et donc le dispositif est là pour faire émerger la pensée, pour faire émerger l'argumentation, pour permettre la construction progressive de la volonté, le repérage des fautes et la responsabilisation de tout un chacun. Nous sommes là vraiment devant quelque chose de tout à fait central et qui me semble au cœur de la question du droit d'expression des enfants. Les enfants ont le droit de s'exprimer, bien évidemment, cela leur est même stipulé d'une manière très précise par la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais ce droit d'expression est indissociable du devoir d'éducation. Le droit d'expression, ce n'est pas le droit de crier sur tout et n'importe quoi, n'importe comment. Le droit d'expression, c'est un droit d'expression qui s'exprime dans des situations éducatives où les adultes assument leurs responsabilités. Moi, je pense par exemple qu'il faut jardiner avec les enfants parce qu'ils y découvrent assez facilement que c'est pas en criant sur les tomates qu'on les aide à pousser. Et que cet apprentissage-là, il est tout à fait essentiel parce qu'il permet de comprendre en quoi la colère, non seulement n'est pas bonne conseillère, mais ne sert strictement à rien quand il s'agit de faire avancer un problème. Donc son droit d'expression, il l'aura d'autant plus que nous mettrons en place des situations exigeantes autour de lui, des protocoles exigeants. Maria Julia vous a parlé tout à l'heure des ateliers philo, je connais d'autres protocoles d'ateliers philo que celui qu'elle a évoqué de Mathieu Lippmann. Tous ces protocoles sont très exigeants.
parfois avec des temps de parole, des mises en place spatio-temporelles extrêmement rigides, c'est pas parce que c'est très exigeant, c'est très ritualisé, c'est très rigide, que ça ne favorise pas la liberté, la pensée, la sagesse. Le problème n'est pas de savoir s'il faut ou non contraindre dans l'éducation de l'enfant. Le problème est de savoir si ces contraintes normalisent ou si ces contraintes libèrent. Quelles sont les contraintes qui libèrent? Quelles sont les bonnes contraintes? Et notre travail d'invention d'éducateur, c'est celui qui consiste à trouver, inventer et mettre en œuvre les belles et les bonnes contraintes. Celles qui permettent à la liberté d'émerger et non pas à l'enfant de se laisser tomber au plus bas et de reprendre sa posture d'infantile. Alors, je voudrais m'arrêter là avec Korczak, mais je vous invite évidemment à lire son travail et à en arriver en conclusion à quelques principes très simples que j'ai volontairement limité à 4. On pourrait en énoncer beaucoup plus et ma collègue en a énoncé d'autres tout à l'heure. 4 principes simples, je les pointe et puis je les reprendrai plus ou moins longuement selon que j'en ai déjà parlé. Sursoir, symboliser, coopérer, s'imputer. Sursoir d'abord, je l'ai dit, le sursis est à l'origine de toute pensée, à l'origine de toute sagesse, et ce sursis, seul l'adulte peut l'assumer et doit l'assumer, c'est son autorité. Au sens étymologique du mot autorité, l'autorité, c'est ce qui autorise. L'autorité de l'adulte qui demande à l'enfant de sursoir autorise l'enfant à penser. C'est pas l'autorité pour avoir la paix, c'est pas l'autorité pour pas que les enfants m'embêtent, c'est l'autorité pour les autoriser à penser. Et cette autorisation-là, l'enfant a besoin que l'adulte l'assume. Je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé longuement. Deuxième piste, symboliser. Vous connaissez tous les expériences célèbres de Piaget sur la construction de la permanence de l'objet, hein, l'enfant qui jette une balle sous le canapé et puis il ne voit plus la balle, donc il pense que la balle a disparu et qu'elle n'existe plus. Et l'enfant qui, parce qu'il ne voit pas quelque chose, pense que cette chose n'existe pas. D'ailleurs, à cet égard, il y a des adultes qui n'ont pas atteint le stade de la permanence de l'objet. Quand ils ne vous voient plus, ils pensent que vous n'existez plus. Méfiez-vous-en. Hein. Bon, mais il y a un jour, Piaget le montre bien, l'enfant, la balle, elle va sous le canapé, et il sait qu'elle existe toujours quand il ne la voit pas. Et alors là, il se passe quelque chose de fabuleux, c'est que cette balle, il la symbolise dans sa tête. Elle n'est plus simplement un objet matériel qu'il peut toucher, elle est un objet mental qu'il peut manipuler dans sa pensée. Et cette balle, il la pense, elle est dans sa mémoire et il peut la manipuler avec d'autres objets et décider dans sa tête de ce qu'il fera de cette balle le lendemain ou quand il la retrouvera et ainsi de suite. C'est ainsi que commence la pensée symbolique. Elle se poursuit par la construction du langage, par la construction des concepts, et elle se construit en particulier à travers la rencontre des récits. Je ne vais pas reprendre ici le très bel exposé que nous avons eu en fin de matinée, mais enfin, quand même, pourquoi il faut parler des monstres aux enfants? Pourquoi il faut leur raconter des histoires de sorcières? C'est parce que ça cause d'eux, quoi. C'est parce que ça leur permet de manipuler symboliquement ce qui jusqu'à présent s'agitait dans le chaos psychique de leur intériorité. Le petit poussé, alors on va rendre le petit poussé comme ça, je ne ferai pas de choix entre les différents auteurs de littérature de jeunesse et j'en vexerai aucun.
Charles Perrault étant mort depuis longtemps, pourquoi il faut continuer à raconter Le Petit Poucet ou n'importe quelle autre histoire aux enfants? Parce que tous les enfants ont peur que leurs parents les abandonnent. Alors bien sûr, si je suis la maîtresse, je peux toujours dire à 16 h, t'as pas peur, Pierrot, que ta maman vienne pas te chercher à 4h30 parce que ça s'est vu des enfants qui viennent pas chercher. Puis tu sais, tes parents, moi, ta mère, elle m'a dit hier, je l'ai eu 3 mois dans les bras, mais maintenant je l'ai sur les bras. Bon. Alors on peut faire ça. Le gamin, évidemment, ça c'est faire de la psychanalyse de bazar. Et la psychanalyse de bazar, c'est un peu comme faire une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux. C'est-à-dire prendre toutes les chances de l'échec et mettre aucune chance de réussite de son côté. En revanche, on peut lui raconter Le Petit Poucet. Le Petit Poucet, ça va lui parler, mais sans le violer dans son intimité. Ça va mobiliser des choses dans sa tête qui feront qu'il est plus seul à avoir peur de ça. Non seulement il est plus seul, mais d'autres ont eu peur avant, d'autres ont peur avec. Et puis il y a des mots pour dire ça. Donc je vais apprivoiser progressivement cette inquiétude et cette peur à travers ce récit. Je ne vais pas l'écarter, mais je vais l'humaniser. Je vais la raconter, cette peur. Me la raconter. Et puis je vais continuer Le Petit Poucet. Et puis à un moment, il y a l'ogre dans Le Petit Poucet. Et alors l'ogre, c'est fabuleux parce que l'ogre, les monstres, on vous en a parlé ce matin, dans le monde entier, dans tous les contes et toutes les légendes, il y a toujours des ogres. Pourquoi? Parce que l'ogre est une image fabuleuse qui exprime notre problème consubstantiel, celui qu'aucun d'entre vous n'a résolu. Et je m'avance pas beaucoup en disant ça, même si je ne vous connais pas individuellement, puisque le problème de l'ogre, c'est comment on peut aimer quelqu'un sans le manger, ou être aimé par quelqu'un sans être mangé par lui. Et cette question, je ne veux rien vous dire, s'il y en a qui l'ont résolue, je voudrais bien de ne pas trop le dire, parce qu'il n'y aurait plus ni littérature, ni cinéma, ni poésie, ni conte pour enfants, ni plus rien du tout, parce que c'est vraiment le seul problème qui nous occupe, c'est comment on peut être aimé de quelqu'un sans qu'il nous mange, comment on peut concilier l'amour et la liberté. Alors on peut là aussi dire aux gamins, t'as pas peur que ta maman, à force de te serrer, là, soit un peu étouffant quand même, là? Parce que tu sais, l'amour, ça étouffe, hein? Puis après, t'as plus de liberté, t'es complètement étouffé par l'autre. Tu peux plus exister par toi-même. Tu sais, c'est des trucs qu'on connaît, nous, les adultes aussi, ça. On peut raconter ça aux gamins. Le soir, quand sa maman va faire venir un bisou, il va se planquer en disant « tu m'étouffes », etc. Mais on peut aussi lui raconter Le Petit Poucet, lui parler des monstres, des machins, des sorcières et des trucs. On lui donne, on lui fait un cadeau fabuleux à ce gamin. On lui donne de l'imaginaire, on lui donne des images, on lui donne des récits, on lui donne de quoi construire dans son chaos psychique des choses qui ont du sens et qui le relient aux autres. Et comme je le dis parfois, ici la culture est quelque chose d'essentiel parce que ça relie ce que chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel. Chacun a intimement des peurs, des angoisses, des inquiétudes, des désirs, des demandes, tout ce que vous voulez. La culture les exprime symboliquement et relie ainsi la personne à ce qu'il y a de plus universel. L'accès au symbolique est donc absolument essentiel pour accéder à la sagesse. S'il n'y a pas ce symbolique, nous sommes prisonniers de notre chaos intérieur. Nous sommes comme les métamorphoses d'Ovide avant la mise en ordre du monde. C'est-à-dire que tout est en l'air, que la mère et la fille c'est pareil, que le père et le fils c'est la même chose, que tout est mélangé, que plus rien n'est à sa place. S'il n'y a pas de récit qui vient dire, nommer, mettre des choses à leur place, construire des scénarios, imaginer des solutions, donner des pistes pour traiter ses propres contradictions, il n'y a que du chaos psychique, il n'y a que l'incapacité de faire face aux situations de la vie. Sursoir, symboliser, coopérer.
Il n'y a pas de pensée sans coopération, il n'y a pas de sagesse sans coopération. La coopération, c'est pas simplement le fait de faire ensemble. Si vous mettez 5 adultes ou 5 ados ou 5 gamins à faire un panneau ensemble, c'est toujours pareil. En moins de 5 minutes, il y a une partition naturelle qui se crée entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent. Les chômeurs ne font rien et les gêneurs, on les vire. Mais faites l'expérience là. Demain, vous vous mettez à 5 pour faire un texte ou faire un panneau sur n'importe quoi. Celui qui sait dessiner dessine, celui qui sait écrire écrit, celui qui a des images chez lui les amène, celui qui n'a pas d'image, qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas écrire, on lui dit il vaut mieux qu'il ne fasse rien parce qu'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Et donc on va te payer à l'identification dans le produit pour compenser ta frustration dans sa fabrication. Donc n'apprends pas, c'est pas la peine, ça fait perdre du temps et gâcher du matériel. La coopération, ça s'apprend donc. C'est pas spontané. Spontanément, les gens coopèrent pas. Spontanément, ils se divisent le travail en fonction de ce que chacun sait déjà faire. Et ils excluent ceux qui savent rien faire ou qui gênent le travail collectif. La coopération, ça se construit. Ça s'apprend. Ça s'apprend à travers la rotation des tâches, à travers des responsabilités. Voilà, toi, tu es responsable de ça. Et demain, tu seras responsable d'autre chose. Et tu vas progressivement progresser dans tes responsabilités pour accéder à des savoirs et des compétences nouvelles. La coopération, c'est l'apprentissage de la véritable autorité. Un gamin de 3 ans peut être autoritaire avec ses camarades. Il en a le droit. Si vous lui donnez la responsabilité du bocal à poisson rouge, il peut dire « j'interdis de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge ». Et j'ai le droit de l'interdire puisque je suis responsable du bocal à poisson rouge, mon sang de bois. Ma responsabilité me donne une autorité. Et il n'y a d'autre autorité légitime dans une démocratie que celle que me confère ma responsabilité. C'est parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge que j'exerce une autorité dans le groupe, évidemment, et qu'elle est légitime. Et coopérer, c'est apprendre à exercer des responsabilités, à faire tourner ses responsabilités, à s'impliquer dans un projet collectif, toutes choses qui sont loin d'être simples, mais qui sont aussi le début de la sagesse. Parce que, et je ne vais pas ramener là les travaux des néo-piagétiens, etc., sur le conflit socio-cognitif et tutti quanti, mais quand même, les échanges entre pairs sont d'autant plus fructueux que l'on a ce qu'on appelle un réseau homogène. Qu'est-ce que c'est un réseau homogène? Ça veut dire qu'il n'y a pas un gars qui impose son point de vue à tout le monde et que les autres se taisent parce qu'il joue le gourou ou le machin. Hein? C'est-à-dire que tout le monde a un statut où il est reconnu et où sa parole est entendue et respectée et où même ses richesses sont valorisées. Et nous touchons là à un point très important qui est la valorisation des richesses de chacun dans la coopération. Valoriser les richesses de chacun, c'est permettre à chacun, et en particulier aux enfants et aux adolescents en difficulté, de sortir de cette espèce de spirale de l'échec où ils finissent par revendiquer leur propre échec parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent réussir. Quand vous échouez partout, il y a un moment où c'est beaucoup moins humiliant de dire « j'en ai rien à foutre » que de continuer à faire des efforts. C'est moins humiliant parce qu'au moins on prend la responsabilité sur nous, quoi. Hein? Et nous acculons malheureusement, pas nous ici dans la salle, mais notre société accule malheureusement un certain nombre de jeunes à revendiquer leur propre échec, comme d'une certaine manière nous acculons un certain nombre de gens à tenter de se suicider pour se prouver qu'ils existent. Ce soir,
symboliser, coopérer, et je terminerai par s'imputer. Alors, je terminerai et en même temps j'ouvrirai parce que c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Allez, pour vous le faire comprendre, je vais prendre un exemple très simple. Voilà le petit David ou la petite Julia qui arrive en retard pour la 7e fois de la semaine à l'école. Bon, la maîtresse ou l'éducateur lui dit, mais écoute, ça finit par bien faire, là. Et là, le petit David explique que oui, d'accord, il est en retard, mais enfin, globalement, lui, chez lui, c'est la pagaille, son père est parti depuis longtemps, sa mère fait des ménages le soir, des bureaux jusqu'à 2 h du matin, il faut qu'il s'occupe d'une petite sœur qui a 3 ans, ils n'ont pas de sous pour acheter un réveil, donc il va nous dérouler l'antienne sociologico-psychologique facile pour nous expliquer qu'il est une victime de la société et qu'on serait des grands méchants si on le punissait alors qu'il est une victime de la société. C'est le gars, il a compris Bourdieu. Je suis une victime de la violence symbolique, ne me touchez pas. Les coupables, c'est vous, si vous me punissez, j'aurai la double peine. Donc, pas de punition. Mais on peut trouver un adulte qui, lui, n'est pas bourdivin, qui, par exemple, est cartésien. Alors, le cartésien se caractérise par le fait qu'il dit que, en face de 2 situations, l'homme se caractérise par le fait qu'il peut toujours choisir la plus difficile et celle contre laquelle vont toutes ses inclinations. Donc si tu arrives en retard alors que tu pouvais arriver à l'heure, je n'ai aucune indulgence à avoir à ton égard, je te dis simplement, tu dois respecter la loi, un point c'est tout. Alors le gars, il a beau expliquer que son copain, sa mère vient le réveiller tous les matins à 7 h avec son petit déjeuner, un jus d'orange, un jus de pamplemousse et une rose dans un vase, avant de l'amener à l'école, alors que lui, il se réveille tout seul et qu'il n'a pas à se réveiller. Le gars, il lui dit, moi je suis cartésien, je ne veux pas savoir les conditions matérielles, objectives et sociologiques, ça c'est Bourdieu, c'est pas de mon ressort. Et si vous regardez comment on traite les comportements difficiles des enfants et des adolescents, vous vous apercevrez qu'en général, on est toujours dans l'oscillation entre le discours victimaire, t'es pas responsable mon petit gars, t'es une victime de tes parents et de la société, et le discours autoritaire, je veux pas savoir ce que t'a fait la société ou ce que te font tes parents, t'es responsable, donc je te sanctionne. Je pense que ces 2 discours sont tous les 2 des discours qui n'éduquent pas et qui ne permettent pas d'accéder à la sagesse, au sens où la sagesse, c'est la capacité à décider soi-même ce qu'on veut et à s'imputer ses propres actes. Et que si on veut véritablement former nos enfants à la sagesse, il faut sortir à la fois du discours victimaire et du discours autoritariste pour explorer avec eux l'espace des possibles. Oui, je sais que tu as des problèmes, je ne les nie pas. Mais en même temps, dans ces problèmes, il y a quand même des choses que tu peux décider. Et je vais t'aider à tenir parole sur ce que tu peux décider. Et je vais t'aider à être fier de tes décisions. Travailler sur l'imputation, c'est travailler sur la construction de la volonté. Cette volonté qui est évidemment au cœur de la sagesse au meilleur sens du terme. Dire à l'enfant, je fais alliance avec toi, mais à condition que tu tentes de te dépasser et de progresser. Je ferai alliance avec toi et je tiendrai ma parole sur cette alliance. Voilà, j'ai déjà dépassé de quelques minutes mon temps, alors un mot de conclusion, une phrase
une phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup et dont le livre « Graines de crapule » devrait être obligatoire dans tous les cursus d'éducateurs spécialisés, etc., tellement il est plein de sagesse éducative. C'est Fernand Deligny. Fernand Deligny qui nous disait, il n'y a pas si longtemps, à l'époque où il a créé la Grande Cordée, à nous autres adultes, à nous autres éducateurs, le plus grand mal que tu puisses leur faire, c'est de promettre et de ne pas tenir. D'ailleurs, tu le paieras cher et ce sera justice. Merci de votre attention.